Les courses RMC, Dimitri Blanc-L'œil. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes partis dans les courses RMC, une émission spéciale aujourd'hui, Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, un événement, la plus belle course de galop du monde. On va vous en parler dans quelques instants avec deux invités exceptionnels et notamment Frédéric Kita qui m'accompagne pour les présenter dans quelques instants. Salut Fredo. Et bonjour à tous. Écoutez, au programme, alors je vais vous le dire tout de suite, il y a pas mal de choses que l'on va évoquer, je l'ai dit. On va parler des métiers de jockey et d'entraîneur avec nos invités. On parlera du prestige justement de cette course. On va vous donner plein de chiffres autour de l'arc, le palmarès notamment, la préparation, la préparation physique et mentale, que ce soit pour les jockeys, entraîneurs, pour les chevaux bien évidemment. Ensuite on ira sur la course, comment se vit justement un arc de triomphe. Ça dure pas longtemps mais il y a plein de choses à dire dessus, et évidemment on évoquera l'édition 2025 avec les forces en présence, même si on doit le rappeler, là au moment où on enregistre, nous sommes à 2 semaines du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, donc on n'a pas encore le peloton complet. Voilà pour le programme. Fred, on va accueillir nos invités. On a la chance d'avoir deux invités qui ont déjà gagné l'arc, alors dans deux métiers différents. Tout d'abord Stéphane Pasquier en tant que jockey. Salut Stéphane et bienvenue. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Alain Droyer-Dupré en tant qu'entraîneur, 2 fois Alain Droyer-Dupré. Bonjour Alain et bienvenue. Écoutez, je pense qu'on peut partir sur ce podcast avec Fred. Je t'ai pas présenté non encore? Si, tout au début. Ah bah si, c'est bon. On est parti. Exactement. Allez, on est parti. Le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, je le disais, épreuve exceptionnelle. Alors Fred, tu peux nous donner quand même quelques chiffres autour de cette course avant justement qu'on l'évoque avec nos invités? Déjà, c'est une course historique qui a été créée en 1920. C'est la plus belle course de galop au monde qui se dispute actuellement le premier dimanche du mois d'octobre. Et l'enjeu important aussi, c'est que c'est une course qui est retransmise dans beaucoup de pays, plus de 60 pays. Il y a des millions de téléspectateurs chaque année. Et sur l'hippodrome, on a aussi environ 35 000 personnes qui sont présentes chaque dimanche, en tout cas pour cette très belle compétition. Il y a aussi une très belle allocation à gagner, puisqu'il y a quand même 5 millions d'euros d'allocation globale qui sont répartis entre les 5 premiers et plus de 2,8 millions pour le lauréat. Bon, on va parler un peu chiffres avec nos invités. On commence par qui? On va commencer avec Alain. Oui. Alain, est-ce qu'on peut vous donner votre âge déjà? Oui. C'est pas gênant? Tout à fait. 80 ans? Je suis né en 44, oui. 80 ans. Les statistiques au niveau des victoires impressionnantes. En France, 2849, à peu près 3000 succès dans le monde environ. Et 93 groupes 1, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Les chiffres sont bons? Exact. Bon, Stéphane, c'est pas mal quand même comme palmarès. C'est monstrueux. C'est monstrueux. J'avais presque oublié tout ça. C'est plutôt pas mal. Toi, tu te rappelles les groupes 1, combien de groupes 1 tu as déjà? J'ai une cinquantaine, mais voilà. C'est très bien, c'est super. C'est pas mal, mais comparativement parlant avec Alain, c'est vrai que ça fait une carrière moitié longue aussi avec Alain Droyer-Dupré. T'as encore le temps. Ouais, j'espère. Oui, on va te présenter après. C'est vrai que t'es un peu plus jeune pour l'instant. Oui, c'est vrai. Alain, deux prix de l'Arc de Triomphe, avec notamment Dallacani en 2003 et Zarkava en 2008 en tant qu'entraîneur. Oui. Ça fait des beaux souvenirs, bien évidemment. On va y revenir après, justement, sur ça. Et on va présenter Stéphane Pasquier. Stéphane, 47 ans. Là aussi, on peut parler de ton âge. Tu n'étais pas obligé de le dire. Mais si, on peut le dire. C'est pas gênant. Ouais, on le dit. 47 ans. Mais attends, en stats, tu sais que tu fais le modeste, mais quand on les a devant nous, plus de 2400 succès. En France, ouais, non, mais c'est pas mal. Je suis très fier de ma carrière, qui est encore loin d'être terminée, mais ouais, je suis assez fier. Il y a une donnée aussi que les parieurs aiment bien, c'est tu es le jockey recordman de victoire dans les quintés. Ça sera forcément battu à un moment, mais pour l'instant, je le suis et avec des excellents jockeys derrière moi, donc je suis plutôt assez satisfait de ça. Alors l'Arc, tu l'as gagné toi aussi. Oui. Une fois en 2006. C'est ça. Rilling, alors c'était pas. On peut signaler qu'il me battait ce jour-là. Pride très fort ce jour-là. J'allais dire, c'était pas pour Alain. Ouais. Non, c'était pour André Favre et la Kazakh Abdullah. Et moi, j'étais second avec Pride. C'est ça. Il était venu finir très fort. Une course un peu malheureuse. Mais ça peut arriver. Très fort, mais trop tard. Mais c'est les courses. Vous pouvez régler vos comptes maintenant. Hein. Non, mais on va éviter. J'en ai sûrement gagné parce que d'autres étaient malheureux. Oui, c'est certain. C'est sûrement ça. C'est les courses aussi. C'est les courses. Alors je l'ai pas dit, Cravache d'or aussi. Tu l'as été? Oui. Cravache d'or en 2007. C'est déjà pas mal. Ouais. Tu peux rappeler, Fred, ce que c'est que la Cravache d'or? Bien sûr. Alors ça a évolué depuis. La Cravache d'or, c'est le jockey en France qui a gagné le plus grand nombre de courses sur une année. Et désormais, c'est du 1er mars au 31 octobre. Avant, c'était sur une année civile en entier. Bon, ça a changé, effectivement. Ça a changé.
Bon, la cravache d'or, c'est pas quelque chose à laquelle tu peux aspirer encore maintenant? Non, parce que j'ai pas le nombre de chevaux suffisant. Et puis, quand on l'a eu une fois, après, on se focalise pas dessus. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je préfère la qualité plutôt que la quantité. Voilà. Et puis, ça récompense celui qui a gagné le plus de courses. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de déplacements. Ça veut dire qu'il faut choisir aussi les chevaux qui sont susceptibles de gagner plus que d'autres. Et c'est pas ma façon de faire. Alors, juste, on parlait de vos parcours respectifs. Là, on a parlé de votre palmarès en tant qu'entraîneur. Est-ce que ceux qui vous connaissent, finalement, bon, vous connaissez tous, Alain, mais je veux dire, est-ce que vous avez commencé en tant que jockey? Est-ce que vous avez... Pas du tout. Non, moi, je viens complètement formé de sports équestres. Concours hippique, concours complet. Après, j'ai travaillé 9 ans dans un haras et je ne pensais jamais que je serais entraîneur. Et puis un beau jour, je me suis lassé des poulains. Je me suis dit, je ne vais pas toute ma vie derrière un poulain, les naissances, etc. Et j'ai décidé de m'installer, mais en partant de ma formation des sports équestres, c'est-à-dire d'abord l'obstacle, et puis le plat m'a amené où je suis maintenant. C'est une longue carrière. On rappelle aussi que la carrière, vous avez pris votre retraite en 2021, fin 2021, je crois. Oui, j'étais assez content de pouvoir décider d'arrêter. Parce que quand je suis arrivé à Chantilly, je m'étais dit, je voyais des vieux entraîneurs qui étaient là. J'ai dit, j'espère que j'aurais arrêté avant d'arriver à être vraiment en difficulté physique. Donc là, finalement, on a un entraîneur, d'accord, qui a une carrière que d'entraîneur, et finalement, jockey. Alors pour l'instant, tu peux pas être entraîneur, mais que jockey. Oui, on est d'accord. C'est difficile de faire plusieurs choses en même temps. Oui, effectivement, pour l'instant que jockey. Mais comment t'es venu à devenir jockey, Stéphane? Moi, j'ai un parcours un peu atypique, c'est que je suis né à Nanterre Université, donc j'ai pas beaucoup de chevaux dans mon quartier. Oui. Et je travaillais trop bien à l'école et je pense que ma mère m'a dégagé un petit peu de la routine du 92. Donc voilà, j'ai atterri parce que mes grands-parents s'amusaient à faire les quintés plus, justement. Oui. Voilà, donc c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Il est tout petit, il n'est pas très gros. Profitons-en. Est-ce qu'on peut parler justement de poids? De poids, oui, de poids évidemment, ça m'a aidé le fait d'être léger, de pas avoir trop de problèmes de poids. C'est pour ça que j'y suis encore là à 47 ans. Ce qui était ma faiblesse dans mon quartier tout petit, tout léger, c'est devenu une force ailleurs. Voilà. Et donc tu montes. Est-ce que tu peux donner une fourchette? Tu montes entre. Je peux monter à 54 kilos. Ok. Voilà, donc le matin, je dois faire entre 55 56. Voilà. Justement, Stéphane, là, tu as parlé de comment tu es arrivé dans les courses et comment tu es arrivé à devenir jockey. Mais concrètement, pour ceux qui découvrent les courses, quelle est la journée type d'un jockey? Quelle est la journée type? La journée type d'un jockey, c'est jamais les mêmes de toute façon, parce que c'est jamais les mêmes galops, c'est jamais les mêmes. Donc je me lève le matin assez tôt pour aller faire le travail de certains chevaux qui sont susceptibles de courir les semaines suivantes. Faut être en accord avec son entraîneur, savoir ce qu'il demande, si le cheval a besoin de plus de temps, s'il y a une petite raideur, s'il y a quelque chose qui va bien ou quelque chose qui va mal. C'est un métier d'observation. Après les galops, j'aime bien boire un café à Chantilly pour discuter de tout, et écouter les ragots, les petits trucs qui se passent en off. Et puis après, je rentre un petit peu de sauna quand j'ai besoin de perdre du poids ou un bain. Et puis après, je pars aux courses. Ma journée, elle est aux courses et elle est bien remplie parce que il faut suivre chaque animal, faire le papier de chaque cheval, faire le papier de chaque course. Voilà, et c'est important. Et tu dors bien du coup le soir? Et le soir, je dors bien. Ouais, le soir, on dort bien. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour un entraîneur. Le programme, il se ressemble, mis à part que... Je voudrais rajouter pour Stéphane, c'est qu'il fait partie des jockeys qui sont assez près des entraîneurs et qui attachent beaucoup d'importance à la préparation des chevaux qui vont monter, qui font équipe avec l'entraîneur. Et ça, c'est assez important. C'est pas le cas de tout le monde, mais moi, ça me paraît extrêmement important. C'est son cas. Oui. C'est pour ça que je le note. Fred? Non, mais c'est vrai que je te voyais observateur, mais t'as envie de faire le métier de jockey Alors jockey, non, c'est compliqué. Entraîneur, ça sera compliqué aussi. Moi, je reste dans mon métier, on va dire, d'essayer d'analyser avec les données qu'on a, mais il faut des grands acteurs comme vous, en tout cas en tant qu'entraîneur et jockey, justement pour aimer ces courses. C'est important.
que vous soyez en plus là aujourd'hui pour parler notamment de votre métier et aussi bien évidemment de la plus grande compétition hippique de galop au monde, le Qatar Pilar de Triomphe, qui a lieu donc le 5 octobre prochain. Et bien justement, on va s'y préparer. Parlons-en ensemble. Il y en a un qui sera acteur, normalement. Oui. Normalement, je suis réservé, comme l'an dernier, sur le deuxième partant de Vertemer. Oui. Donc celui que Maxime ne choisira pas. Voilà. Et Alain, vous êtes observateur, vous, cette année? Moi, oui, je vais observer, mais il y a quand même des chevaux que je suis plus particulièrement, puisque j'ai entraîné le cas du poulain de Son Altesse. Oui. J'ai entraîné la mère, la grand-mère et l'arrière-grand-mère. Donc c'est amusant pour moi de voir l'évolution et le résultat. Le résultat, ça fait partie de... Il faut vraiment insister sur le fait, je crois que le côté équipe est très important dans nos métiers, parce qu'un entraîneur, il a une responsabilité, c'est-à-dire de prendre des chevaux, il doit les mettre en valeur, il doit organiser, il doit avoir du personnel, il doit avoir tout ça, ça doit tourner d'une façon très souple et très agréable. Et moi, je crois beaucoup au travail en équipe et c'est souvent comme ça qu'on arrive à bâtir quelque chose. Alors, on va y revenir après, parce que ça, c'est autour de la préparation. Justement, pourquoi le Qatar Prix d'Arc de Triomphe est la plus belle course de galop du monde? Alors, c'est une question assez large. Évidemment, peut-être que d'autres diront que c'est une autre course, mais nous, on va dire que c'est celle-ci. En tout cas, elle a été élue, 5 fois lors des 10 dernières éditions. Voilà, de nombreuses fois quand même. Oui, tout à fait. Mais elle est intergénération. En plus, ce sont les 3 ans qui rencontrent les chevaux d'âge. Tout le monde, les pouliches, les mâles, il n'y a pas de... tous les meilleurs sont là. Alors, et puis, il se trouve qu'évidemment, vu la location, vu la réputation de la course, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et de très bons étrangers. Ce sont les meilleurs étrangers. Donc, on est vraiment là dans la compétition internationale à haut niveau. Et c'est pour ça que c'est une course qui est très difficile à gagner, parce qu'il faut vraiment arriver avec un cheval qui a tous les critères qui correspondent à... Il faut qu'il soit assez bon, évidemment, il fasse partie des meilleurs de sa génération, et puis qu'il faut qu'il soit ce jour-là dans une forme très montante. Et tout ça, c'est une mise au point qui est passionnante. Et justement, si on revient... Stéphane, oui, quel est ton avis aussi sur cette course? Pourquoi c'est la plus belle course Mais Alain a tout expliqué, c'est parce que c'est intergénérationnel, donc il faut la meilleure pouliche de 3 ans, la meilleure vieille meilleure vieille sur 2400 mètres. Les mâles, c'est pareil, donc c'est la plus grande course. En France, déjà, quoi qu'il arrive, c'est sur 2400 mètres, c'est un champ de course qui est extrêmement compliqué à faire gagner des chevaux. Beaucoup de chevaux japonais sont venus, se sont cassés les dents sur nous, et on a besoin d'avoir le meilleur cheval sur 2400 mètres. Ça, c'est très dur à trouver. Alors justement, Stéphane, tu l'as gagné donc en 2006 avec Rylink. Ce succès, est-ce que tu peux un peu revenir dessus? Je peux revenir dessus, oui. C'est beaucoup plus facile de gagner pour Alain ou pour André Fabre dans ce genre de course. J'ai eu la chance d'atterrir sur ce cheval, c'est pas forcément prévu. Il n'y avait pas beaucoup de partants ce jour-là, donc c'était une course assez tactique pour le coup. Et j'y ai sûrement pensé mieux et plus souvent que les autres. C'est peut-être pour ça que j'ai réussi. Et il y a une anecdote justement par rapport à cette course. Quelques mois avant, il y a une finale de Coupe du Monde France-Italie. Oui. Souvent on entend parler. C'était Trezeguet qui avait raté ce tir au but. Voilà, et je me suis un peu énervé. J'ai claqué la coupe, elle m'a coupé le... Donc c'était quelques mois auparavant, mais j'étais pas du tout prévu déjà sur le cheval, donc ça a changé. Voilà, ça n'a pas changé grand-chose. J'ai dû prendre mon mal en patience, et puis j'étais très heureux que André qu'on nous contacte pour monter ce cheval. C'était magnifique, magique. Alors donc je voudrais noter que c'est l'importance du jockey dans ces grandes courses. C'est que finalement la réussite, elle vient du travail, toute une chaîne, depuis la naissance du cheval, le propriétaire qui a décidé de faire naître ce cheval ou de l'acheter. Après, il y a l'élevage qui est assez long, qui est compliqué. Après, il y a le pré-entraînement. Après, il arrive à l'entraînement. Et au bout de la chaîne, et il ne faut pas qu'il y ait de maillon faible, le jockey, qui a un rôle évidemment très important parce qu'il peut tout gâcher on peut toujours il peut y avoir un incident, il peut y avoir... Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais il y a des choses qui sont bien jouées de temps en temps. Et le cas de cette course-là, qui a été une course extrêmement tactique,
ça a été bien joué. Il n'y a pas de doute. Mais j'ai une question en exagérant. Est-ce que le jockey, justement, il a presque tout à perdre, entre guillemets? Une fois je parle un cheval qui est bien mis, qui est favori, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire que... non, mais évidemment, il a tout à perdre, mais il a aussi tout à gagner. Ce que je veux dire, c'est que le cheval, c'est lui qui court. Nous, c'est un tout petit pourcentage, mais c'est ce qui fait la différence entre le premier et le second. Ça peut être d'un nez, ça peut être de pas grand-chose, et le cheval a accepté de faire les efforts quand on lui a demandé au moment où il le fallait. Donc, Alain a raison, c'est toute une grande chaîne avec énormément de gens qui sont derrière, qui poussent pour nous. Donc, oui, on est le dernier maillon de la chaîne, et c'est pour ça que c'est les courses, c'est pour ça que c'est très beau, et c'est pour ça que c'est aussi malheureux de temps en temps. Est-ce que ce succès, ça a changé quelque chose dans ta carrière, Stéphane? Moi, ça a changé quelque chose parce que c'était seulement mon deuxième groupe 1. Le premier, c'était le Royal Oaks pour la famille, pour les Wildestein. Donc, ça a changé beaucoup de choses parce que l'année suivante, j'ai signé le contrat pour le Prince Abdullah et puis tout s'est enchaîné derrière. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que ça a démarré. Oui, ça change quand même une carrière de jockey. Ça change une carrière de le gagner, ouais, c'est une certitude. C'est pour ça que c'est une course très prestigieuse, justement. Ouais. Ça a un impact forcément sur la suite de la carrière. Et Monsieur Landreau-Pré, vous l'avez gagné donc 2 fois. On l'a dit tout à l'heure avec 2 champions. C'est une course que je vois avec difficulté parce que j'ai été souvent second et j'ai été souvent déçu. Parce que pour des circonstances qui me dépassaient, Shawanda, qui était une championne, elle venait de gagner le Vermeil de 5 longueurs, elle venait de gagner les Oaks irlandaises de... Christophe s'est retourné pour voir où étaient les autres, c'est vous dire. Mais c'est une jument, on s'était aperçu qu'une seule fois, elle a couru dans du terrain un peu collant et un peu souple. Elle avait des jarrets très coudés et elle avait besoin d'appui très ferme derrière pour redonner ce qu'elle pouvait. Le samedi, c'était magnifique, là, c'était du billard. Il a plu toute la nuit. Et moi, je voulais plus courir à la limite. Ouais. J'ai été obligé de courir, mais je savais que c'était mort, quoi. Ouais. Et ça, c'est comme le paysan qui coupe son foin, il se met à pleuvoir et tout est mort, quoi. Les allées simples et le retour compliqué, ce que disait Philippe Allaire l'autre jour. Ça, c'est décevant parce que quand vous avez tout est bien, tout est parfait, et puis tout d'un coup, il y a quelque la chose. Météo, c'est pour ça que c'est très dur. Météo qui vous. Oui, il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées. Pour gagner un groupe 1, déjà, il faut que toutes les planètes soient alignées. Il faut que tu aies le bon cheval au bon moment. Il ne faut pas qu'il ait une faiblesse ou un coup de moins bien. Voilà, ça a besoin d'être tout aligné. Et puis il peut y avoir des bousculades, il peut y avoir des choses contre lesquelles on ne peut rien faire. Alors vous avez gagné avec Delacani en 2003, ça c'est le premier arc. Oui. Combien d'années d'entraînement avant de gagner l'arc, finalement? Combien d'années d'entraînement? D'années d'entraînement. Ah bah oui. Mais moi j'ai commencé en province. Alors j'ai commencé pendant 9 ans en province, et en province j'avais pas de chevaux, je courais absolument pas à Paris, j'avais pas de chevaux de groupe. Donc ça compte pas. Mais effectivement, je suis arrivé à Chantilly en 83. Donc 20 ans. Et par contre, la deuxième année où j'étais à Chantilly, j'ai gagné le Jockey Club avec Darshan, le Vermeil avec Charaya et le Robert Papin qui était groupe 1 aussi avec Mazarica. Donc dès le départ, j'avais eu la chance de tomber sur 3 chevaux de groupe 1. Et ça met en confiance. Oui, mais on parlait justement de la difficulté de gagner un arc, qui est le groupe 1 des groupes 1. Tous les groupes 1 sont difficiles. Voilà, qui est le groupe 1 des groupes 1. Et même si, effectivement, chacun est différent, 20 ans quand même pour Alain Droyer-Dupré, pour aller chercher finalement l'arc. Pour tomber sur un cheval qui peut faire ça, parce que j'ai été second avec BRA, j'ai été second plusieurs fois. Déjà, avoir des chevaux qui puissent simplement déjà être à l'arrivée et avoir une chance, c'est déjà difficile. C'est une sélection mondiale. Oui, non, mais clairement. Là, on va avoir 4 ou 5 Japonais, je crois, j'ai entendu. Donc, justement, on va l'évoquer un peu plutôt en fin d'émission. Il y a Jarkava, la championne. Oui, vrai. Ça, je te laisse l'évoquer. Toi, ça, tu l'as vécu, Fred? Moi, j'étais né. Non, mais je parle. Est-ce que tu étais déjà dans alors j'étais pas encore. Tu suivais de près les courses? Effectivement, j'allais attaquer, on va dire. Et bah oui. Ça fait quand même 17 ans, hein, quand même. C'est pour ça que je te dis ça. C'est assez incroyable. Hein. On a vu. Il y a bien évidemment le prix l'Arc de Triomphe. Il y a une autre course qui reste en mémoire, c'est le prix Vermeil. Le prix Vermeil, incroyable. Bien sûr, bien sûr. Où elle était partie un peu en retrait et elle a transpercé tout le monde. Oui, mais c'était pas du caractère pour la jument, c'est qu'elle a cru que la jument était peut-être un peu trop fraîche, parce que je voulais l'avoir un peu fraîche pour le Vermeil, pour pouvoir monter en condition sur l'arc. Et la jument, quand je l'ai vue au canter partir un petit peu comme ça, j'ai dit oh là là. Et j'avais dit à Christophe, attention, si elle est trop fraîche, fais attention de ne pas trop bien sortir, parce que ça va mal se passer. Et finalement, je pense qu'il l'a tenue beaucoup. Et elle n'a pas compris. Elle a cru qu'il ne fallait pas sortir, quoi. Donc, elle a perdu 50 mètres en partant, carrément, quoi. Ouais. Et là, donc, il ne s'est pas affolé qu'on avait dit, de toute façon, on ne donne pas une course dure, on prépare l'arc.
Elle est revenue d'elle-même très progressivement, et à l'entrée de la ligne droite, elle a commencé à recoller le dernier. Et puis dès qu'il l'a déboîté en quelques foulées... Elle avait une classe folle. Elle avait une classe... Après mon arc à moi, c'est le souvenir incroyable de cette pouliche. Oui, c'est extraordinaire. Classe folle. Tu parles en 2008, quand elle l'a gagné. Bien sûr. Tu étais en course ce jour-là? Tu te souviens ou pas? Je me souviens pas avoir été en course. Clairement, je me souviens pas. Vous parlez de Zarkava ou d'Arcacani Zarkava. Quand Zarkava était sur... Je parlais de Zarkava. Oui, Zarkava. Oui, qu'on parle bien de la même. Je parlais de Zarkava. La classe folle, ça peut être que Zarkava. Extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Moi, je l'ai vu me doubler. Je devais monter une pouliche de Abdullah. Je sais pas, quand elle a gagné la poule, peut-être. Non, la poule. Elle a gagné la poule. Je crois que. En battant Goldikova. Ouais. Et je crois que. Ou peut-être Marcel Boussa ou quelque chose comme ça. Non, j'étais en tête. J'avais 100 mètres d'avance à 20 mètres du poteau. Je ne peux pas m'imaginer être battu. Et j'ai vu une flèche passer à ma gauche. Incroyable. Éclair de classe. Et en plus, elle a sauté. Il y avait une ombre sur le poteau. Elle a sauté l'ombre. Ça veut dire qu'elle n'était pas fatiguée. Parce qu'un cheval fatigué, il saute très très vite. Et en plus, elle se permet de sauter. Vraiment, c'était vraiment du foutage de gueule. Oui, vas-y. Non, en plus, c'est seulement sa deuxième course. Oui, on avait fait. C'est vous dire qu'on avait repéré quand même qu'elle était assez bonne et qu'on avait fait directement Maiden Group 1. Ah, c'est fou ça. Oui, on fait pas ça souvent quand même. Non, j'ai refait l'année suivante et ça a marché aussi avec Rosanara. Oui, donc ça veut dire qu'à 4 semaines on peut le faire, à 3 semaines on peut pas. C'est la différence entre à 4 semaines vous avez plusieurs tests que vous pouvez faire. Vous ramenez le cheval une fois aux courses pour voir s'il est confiant, ce qui est important parce que si vous le ramenez et qu'il est tendu, c'est pas la peine d'essayer. Après, à 4 semaines vous pouvez faire 15 jours avant la course ou 14 jours un vrai galop à l'hippodrome avec des chevaux d'âge. Et si votre cheval il vient se promener à côté des meilleurs 3 ans, vous pouvez courir votre groupe 1, vous avez le droit d'y aller. C'est un vrai indicateur, ça. Bah oui, si vous avez avec ces deux choses-là. Parce que dans la maison, Son Altesse, on n'aimait pas beaucoup les fantaisies. Donc, quand on faisait des choses comme ça, il fallait vraiment que ce soit appuyé par des choses... il est venu voir lui-même le galop. Il m'a regardé avec un petit sourire, d'un air de dire, vous pouvez y aller. Alors, rappelons que c'était Son Altesse Aga Khan. Oui. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas bien les courses, vous avez été entraîneur particulier pendant très longtemps. 42 ans. Voilà, j'avais pas le. Presque ton âge, Stéphane. Presque, effectivement. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Alors, parlons préparation. On continue un peu dans le thème. Préparation d'une course. Et on va parler pas que des chevaux, on va parler des hommes aussi. Parce qu'il y a les jours d'avant, les semaines d'avant, il y a les nuits aussi. Oui, on va évoquer ça avec vous, si vous le voulez bien. Ouais. Stéphane, est-ce qu'il dort bien, Stéphane Pasquier, avant un groupe 1 ou avant une grande épreuve comme ça? Stéphane, il a toujours très bien dormi. Je pense que la pression, moi j'arrive plutôt à bien l'évacuer, par le fait que j'ai du monde à la maison qui m'aide aussi. Oui, je pense que c'est important. Non, et puis j'évite de trop me projeter sur quelque chose en particulier. J'ai confiance en général, j'ai confiance en l'entraîneur pour qui je travaille, parce que c'est souvent les mêmes depuis de nombreuses années. Ils ont aussi confiance en moi. Voilà, donc j'essaie de travailler en amont tout doucement, mais pour moi la pression elle est pas trop. Elle reste pas trop collée à moi en fait. Tu penses que les entraîneurs ont plus de pression que les jockeys de manière générale? Je dirais que les pauvres, eux, ils ont fait tout leur travail et maintenant ça tient dans la main du jockey. Donc eux, ils peuvent pas non plus. Pour eux, ça doit être plus compliqué que pour moi, par exemple. Oui. J'ai plus cette impression-là. Mais moi, pour le coup, la pression, elle est pas trop. J'arrive à plutôt bien l'évacuer. Je joue au golf un peu avant. J'aime bien jouer à la console. Enfin voilà. Des petites choses qui me... oublier, peut-être. Voilà. Bon, l'entraîneur peut nous dire s'il dormait bien ou pas. Non, oui, moi, je crois pas que ça avait vraiment empêché de dormir, mais il faut finalement dans tout système, quand on prépare un cheval, il y a un point faible quelque part, et il y en a même plusieurs de temps en temps. Dans le cas de Zarkava, c'est une jument extrêmement brutale qui était pleine de sang et qui de temps en temps rentrait dans son box à toute allure, de temps en temps faisait des blagues comme ça, comme elle a fait en sortant des boîtes, elle s'est jetée dans l'arc, elle s'est jetée de côté en sortant des boîtes. Et donc on craignait ça, et moi ce que je craignais surtout, je n'avais pas peur de la qualité de la pouliche, de la préparation, nous on était satisfaits, mais les derniers jours on était mort de peur qu'elle se fasse mal, quoi.
Alors on avait mis des matelassures autour des bottes pour rentrer, de peur que vraiment, le petit truc idiot, quoi. Vous mettez une hanche dans la porte et c'est fini, quoi. Tellement de paramètres, faut pas de petites grand-chose. choses, de petits détails à gérer. Ça, c'est alors, et puis il y a des choses. Alors, par contre, chaque cheval, c'était pas son cas, mais peut avoir une fragilité dans ses jambes, par exemple, des boulets assez justes ou des choses comme ça. Donc, il faut doser le travail jusqu'au bout, jour par jour, pour que le problème qui pourrait arriver n'arrive pas. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu... Mais ça, c'est un travail avec l'équipe. Hein, c'est l'équipe qui gère. Et normalement, ça a l'air presque plus ça ne devrait pas vous empêcher de dormir. Ma préparation. Ça a l'air beaucoup plus compliqué que pour moi. Après, tu l'as décrit toi, comme quoi tu arrivais à... moi, je l'ai décrit comme moi je le ressens. Après, voilà, clairement. Et après, une chose amusante pour poursuivre ça, c'est que l'autre inquiétude, c'est au moment où l'entraîneur va monter l'escalier pour aller dans les tribunes voir la course, s'il est avec un jockey avec lequel il est très en confiance, vous êtes bien. Si vous avez un doute... Qu'est-ce qu'il va me faire ce con-là encore? S'il y a un doute, il n'y a plus de doute, ça va être le bordel. C'est sûr. Ah bah oui, parce qu'il y a aussi un attachement de confiance et d'habitude de travailler ensemble aussi. L'habitude de travailler ensemble. L'habitude de travailler ensemble est importante parce que le jockey sait comment les chevaux sont préparés. Et c'est la méthode de préparation, il connaît tout. Donc il y a une symbiose qui se fait. Avec un jockey qui ne monte pas souvent vos chevaux, c'est plus délicat. On peut être un peu inquiet de savoir ce qui va se passer. Bah oui, parce que rappelons-le, Fred, on peut pas avoir le jockey qu'on veut tout le temps, parce que les jockeys, il peut monter qu'un seul cheval. Oui, mais en général, les entraîneurs font en sorte pour garder leur même jockey. Moi, je travaille pour Nicolas Clément. J'ai travaillé depuis très longtemps. J'ai travaillé pour Barry, pour Pascal Barry pendant des années. Et tout ça se garde. Moi, je connaissais exactement ses chevaux. Je savais comment il entraînait, donc comment ses chevaux pouvaient être réactifs. Donc voilà, c'est clair que... Le problème, on l'a souvent avec les jockeys étrangers, parce que la façon de dressage des chevaux anglais, par exemple, et les nôtres, c'est différent. Sur un jockey anglais, il risquerait, par exemple, en sortant des boîtes, si le cheval sort mal, de faire ça sur le cheval. Moi, ça m'est arrivé avec des tories une fois. Ma jument, elle a tiré tout le parcours, quoi. Nos chevaux, ils ne sont pas habitués à ce qu'on fasse ça sur eux. Donc, il y a des habitudes qui sont créées par l'entraînement, qui peuvent créer des problèmes si jamais l'entente n'est pas parfaite et qu'on fait quelque chose que le cheval ne comprend pas. Il croit qu'on lui demande d'accélérer, alors que ce n'est pas ça du tout, on lui demande de suivre. Oui, c'est une sensibilité particulière. Tout à fait. On parlait aussi de risque de blessure pour le cheval, mais il y a aussi le risque de blessure pour le jockey. Est-ce que justement à l'approche, est-ce que tu faisais plus attention? Est-ce que tu pensais à ça ou pas du tout? Non, de toute façon, le risque de blessure, il est constant. Je veux dire, même la veille, tu peux monter à Longchamp une course et tomber. Enfin, je veux dire, blessure, c'est le quotidien d'un jockey. Hein, mais on pourrait être prudent quand même. L'histoire de Patrick Lemaire, ce fameux week-end de l'Arc où le Prince Agacan a gagné toutes les courses de groupe sauf l'Arc, et c'est lui qui devait les monter, les chevaux. Il devait monter Varenard, etc. La veille, il est tombé à Saint-Cloud sur un mauvais cheval arabe. Et voilà. On ne peut pas le savoir à la base. Mais on ne peut pas le savoir, mais en fait, c'est quand même. Moi, j'évite. De toute façon, moi, j'évite d'aller trop. De monter des chevaux qu'on ne connaît pas et qui sont moyens, quoi. Voilà, moi, je me focalise sur les gens pour qui je travaille depuis longtemps et je ne fais pas d'exotisme. Oui, parce que là, c'est vite fait. Hein. Oui, mais parce que je peux comprendre ce que tu dis, mais tu conseillerais pas à un jockey, un jeune jockey, courir à l'arc avec une première chance, c'est assez rare, mais ce que je veux dire, c'est qui se mettent entre guillemets à l'arrêt 2-3 jours avant de monter un arc. Non, c'est pas dans l'esprit. C'est pas dans l'esprit. Non, mais il faut être prudent quand même. Moi, je crois qu'il faut être prudent. Il y a quand même la prudence du côté d'Alain. Moi, je crois qu'il faut être prudent parce que c'est choisir. Faut quand même. Faut éviter d'aller à Strasbourg la veille de l'arc, quoi. Oui. Ou à Nancy ou toutes ces contrées exotiques. Toute l'année, il faut éviter d'y aller. Moi, j'y vais pas. Comme ça, je suis désolé pour ceux qui y vont, machin, c'est leur choix. Moi, le mien, c'est de pas... Quand on a des contrats avec des grandes écuries, il faut laisser un peu les autres jockeys monter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. En province, c'est pour ça que cette cravache d'or, elle m'amuse pas du tout, parce que je trouve que on tient compte de toutes les petites courses, et alors ils sont sans arrêt partis. Et puis monter des chevaux médiocres en province, c'est rien contre la province, mais c'est pas dans le feeling, c'est pas très bon pour un jockey. Moi, ça m'arrive pas.
Et justement, je crois que maintenant, si je dis pas de bêtises, on peut plus monter 2 réunions le même jour. Pour évoquer. Oui. C'est tout nouveau. Ouais, c'est très bien. Bon, c'est des mesures comme ça qui feront avancer peut-être. On y va petit à petit. C'est très bien. En tout cas, on parlait de préparation. Bon, respect des chevaux. Oui, bien évidemment. Alors, préparation, bon, des chevaux, on en a parlé aussi un petit peu. Tiens, oui, ça nous concerne d'ailleurs, et vous en faites partie là, enfin Stéphane en l'occurrence là. La sollicitation des médias est beaucoup plus forte avant un arc. Est-ce que ça peut ne pas être facile à gérer, voilà, parce que ça intervient dans un planning déjà bien complet pour un entraîneur ou un jockey. Est-ce que c'est pas évident, même s'il faut jouer le jeu dans l'absolu? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas trop de problème pour parler à la télé. Je suis plutôt assez à l'aise, plutôt habile. Quand tu montes un vrai favori, c'est plus dur. Ouais, parce que quand on monte un vrai favori. Pour les entraîneurs, non, c'est pas gênant. Mais pour les... Moi, je sais pas, ça me gêne pas. J'essaie de prendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué, c'est pas facile. Ouais, mais il faut bien expliquer qu'il y a chaque paramètre. Oui, bien sûr. Moi, je préfère monter un gros favori que. Mais moi, je crois qu'on pourrait expliquer beaucoup mieux d'ailleurs les courses aux gens qui assistent et qui jouent, parce que je trouve qu'il y a des tas de choses que je me suis rendu compte, des gens qui me posent des questions de temps en temps, ils se rendent compte qu'ils vont aux courses depuis je sais combien d'années, et finalement, il y a des tas de choses qui ne savent pas. Mais on leur explique pas forcément. Mais c'est dommage, il faudrait le faire. Moi, ça me dérange pas. La communication est importante, c'est vrai que dans notre domaine. Bah, on est là pour ça, justement. D'ailleurs, ça veut dire. C'est pour ça que je suis là. En même temps, je vais pouvoir en parler. Donc, moi, c'est ça. Pas du tout. Justement, nous, sur RMC, là, c'est très grand public. Oui, tout à fait. C'est pour ça. Par exemple, quand on voit des chevaux au rond de présentation, souvent, il y a des joueurs qui viennent me dire, mais qu'est-ce que tu regardes, etc. Je dis, mais là, il y a des choses qu'on peut expliquer quand même. L'état du cheval, on voit le système veineux, on voit sa façon son attitude, sa décontraction, etc. C'est des choses. C'est un métier d'observation. C'est apprendre à regarder, finalement. C'est apprendre à regarder, mais pour regarder, il faut qu'on vous ait un tout petit peu aidé au départ pour vous dire voilà ce qu'il faut regarder et voilà ce qu'il faut suivre. Et c'est vrai que vous parliez du rond, ça c'est vraiment quelque chose où, moi je le dis, même moi le premier, où j'ai du mal à voir effectivement la différence entre certains chevaux. Je pense que il n'y a que les professionnels comme vous, entraîneur, jockey, éleveur, voilà. On voit pas tout. Attendez, on voit pas tout. Non, mais vous voyez mais il y a quand même des choses qu'on a l'habitude de voir, bien sûr. Et ça serait très intéressant de le décrire moi, je pense au quotidien, quoi. Le décrire, ça serait important. On voit beaucoup de choses dans le rond. Moi, j'ai encore plus de ressenti quand je vais au départ. Ah oui. Oui, parce que moi, je suis à cheval, je suis sur mon cheval, et à partir de là, je sens si c'est un cheval qui est plutôt inquiet. Si c'est un cheval qui est serein et en pleine confiance, s'il a un peu de raideur dans sa façon de se déplacer, s'il a un bel équilibre. J'en parlais tout à l'heure à Alain du cheval de la famille Niarchos qui a gagné à Saint-Cloud. Quand je suis parti au départ, il y avait toute cette fluidité dans son action. Et ça se ressent très rapidement. Voilà. Il faudrait presque que tu aies un micro, qui t'en parle. Mais je pourrais même pas l'expliquer en fait. C'est un ressenti, c'est quelque chose comme ça, une sensation. Et puis voilà, ça m'aide beaucoup moi en tout cas. Mais moi j'ai connu, je ne nommerai personne, mais j'ai connu un jockey qui avant la course, j'avais l'impression qu'il avait déjà vu les chevaux qui étaient au rond. Et il me disait non, il y a celui-là et celui-là, les autres. et il se trompait pas beaucoup en réalité. Alors pourquoi? Parce qu'il les voyait bien. Il avait l'habitude il avait l'œil. Il avait l'œil. Puis l'œil, c'est pas que la façon, c'est de le faire souvent, c'est bien. Mais il y a des gens qui sont plus doués les uns que les autres pour ça. Un jockey qui est toujours en activité ou pas? Oui, tout à fait. D'accord. On n'en saura pas plus. On va il va y avoir un petit suspense. Voilà. Chacun va proposer un nom sous la vidéo. Fredo, tu peux continuer. Comme Stéphane le disait, tu as commencé à l'aborder. On voulait aussi se poser la question, autour de la course, cette course du Qatar Prix de Triomphe. Justement, quelles sont tes sensations en tant que jockey dans le rond de présentation, on en parlait, et également avant l'ouverture des stalles de départ? J'ai envie de dire qu'avant la course, on a imaginé un nombre de scénarios incroyables. Donc, savoir quel cheval est susceptible d'être monté en première partie de peloton, ceux qui préfèrent patienter. Il faut connaître aussi les jockeys, leurs habitudes, connaître les entraîneurs, les chevaux étrangers qui ne savent pas forcément comment se déroule la course. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de scénarios avant. Et puis après, dans le rond,
il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que l'entraîneur a fait son maximum. Moi, j'ai déjà pensé à ma course. Je sais déjà à peu près ce que je vais faire. J'en discute avec l'entraîneur. Et puis, normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. La sortie de boîte se passe. Et puis après, il faut laisser l'instinct du jockey. Il faut laisser aussi le cheval faire ses... Voilà, s'il sort bien, s'il sort mal. Il y a beaucoup de paramètres, les numéros de corde. Les imprévus. Voilà, les imprévus. Tout ça, je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser sur un truc. On s'est fait des scénarios, mais ça se passe jamais. En général, ça se passe jamais comme on l'a décidé. Mais on arrive à s'adapter. En fait, plus on fait de scénarios, peut-être qu'on imagine des choses plus faciles et il y a peut-être un peu plus de réaction. Mais dans le rond, ce jour-là, boule en vente? Non. Non. Je parle de toi, hâte d'en découdre? Non, ouais. Compétiteur, tu vois ce que je veux dire? Que la course se passe et de voir le cheval vainqueur, quoi, le meilleur cheval. Ah ouais, ok. Et dans la course, est-ce qu'il y a justement des pièges à éviter sur le parcours? Ça dépend, il y a combien de partants? Oui, c'est vrai. Voilà, il y a beaucoup de pièges. Oui. Dans plus il y a de partants, plus c'est compliqué. En fait, les pièges, c'est les autres chevaux. Oui. Tout seul, j'aurais pas de problème, moi. Non, mais le piège, c'est les autres chevaux, les chevaux qui sont moins bien ce jour-là, essayer de les éviter, voir des chevaux qui sont en flotte derrière les boîtes, par exemple, tout ça, c'est des indications qui sont importantes. Beaucoup de chevaux qui sont allants en allant au départ, enfin tout ça c'est des points techniques qu'on enregistre et qui sont importants aussi pendant la course. Voilà. Parce que je dirais que le jockey il a deux choses vraiment à penser, c'est le déroulement de la course tactique, comment ça se passe et agir en conséquence. On imagine que ça va se passer. Et le penser vraiment les aptitudes du cheval et faire à la symbiose des deux. Et c'est là où c'est très calé, parce que de temps en temps, c'est pas facile à faire. Et de temps en temps, on le fait très bien. Et de temps en temps, ça vient pas comme on voulait. Et il va falloir improviser. Et c'est pour ça que c'est... Et demander au cheval de s'adapter aussi. Et oui, c'est lui qui décide, mine de rien, quand on lui demande de faire un effort. Pas facile. Dans un endroit un peu technique et où on n'a pas où on a quelques fractions de secondes pour le faire, il faut quand même que le cheval puisse être réactif et pouvoir le faire. Donc c'est hyper compliqué. Et vous êtes tendu, Alain, avant de course? Enfin, vous étiez tendu? Avec Zarkava, ça m'étonnerait. Peut-être oui quand même, parce que c'est surtout que quand on a des grands favoris dans ces grandes courses-là, et c'est pour ça que j'ai jamais été très démonstratif quand je gagnais, parce que je me préparais au pire. Oui. C'est-à-dire qu'il faut, parce que quand on est entraîneur et jockey aussi, c'est la même chose. Je crois que quand on travaille avec des gens avec lesquels on est en confiance, on aime qu'ils vous mettent pas trop bas quand ça se passe mal, et inversement, parce que les mêmes qui vont vous mettre trop haut quand ça se passe bien, c'est les mêmes qui vous mettront très bas quand ça se passe mal. Donc, je restais toujours une position neutre. J'essayais de ne pas montrer quoi que ce soit, mais effectivement, on a l'appréhension que ça se passe mal, qu'il y a quand même des choses qui peuvent vous échapper. On est confiance dans son cheval, dans son équipe, dans son jockey, mais ça reste la plus grande course, la plus difficile à gagner. Ça reste une course difficile avec les. Mais déjà quand les chevaux ont bien couru, ils sont tombés ils peuvent tomber, on peut être battu par meilleur. Hein. Si votre cheval, vous pensez qu'il est le mieux possible, qu'il est monté par un bon jockey auquel vous faites confiance, après vous êtes relativement détendu parce que vous pouvez rien faire d'autre de plus et vous attendez que de voir le résultat. Après, il y a une chose, c'est que c'est pas toujours le meilleur qui gagne. On est d'accord. Dans ces courses-là, c'est quand même. C'est quand même. C'est pas. Faut quand même des bons chevaux. Non, mais je pose la question justement. Dans ces courses-là, c'est souvent le meilleur qui gagne parce que c'est très rythmé. C'est quand même le champ de course qui, pour moi, est le plus sélectif en France. Parce qu'il faut pouvoir s'adapter à la côte, la descente qui est quand même assez prononcée avec cette fausse ligne droite qui doit être encore à 900 mètres du poteau. Voilà, en général, c'est très sélectif, le meilleur cheval. Oui, tout à fait. C'est rare que ce soit des courses très tactiques, ça arrive le jour où je l'ai gagné, pour le coup. Il y a forcément des contre-exemples. Oui, il y a des contre-exemples, mais en général, le meilleur cheval gagne. Bon, même je me souviens de Trèves qui avait un parcours épouvantable et qui avait gagné. Oui, tout à fait. Quand on a de la marge, on peut se permettre d'avoir des incidents, mais quand on n'en a pas, c'est difficile. Et justement, l'idée, ça serait de se poser quel est le meilleur au départ de cette édition 2025. Alors, je le répète. On n'a peut-être pas le peloton encore. C'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui nous écoutent à ce moment-là, sachez que là, nous sommes en train d'enregistrer à quasiment 2 semaines de l'Arc. Donc, nous n'avons pas le peloton définitif. Bien sûr. On n'a pas de numéro dans les stalles. C'est quand même ça. On n'a pas l'état du terrain. On n'a pas l'état du terrain. On n'est pas encore sûr que les chevaux soient
tous bien ce jour-là. En fait, on n'a pas grand-chose. Mais, si, on a les préparatoires, bien évidemment. On a vu des chevaux. Alors, l'idée, là, messieurs, c'est pas de faire un pronostic, bien évidemment. C'est juste de décrire les qualités qu'on a vues chez certains concurrents. Et on verra s'ils sont au départ et encore plus à l'arrivée. On a vu très souvent que les très bons 3 ans, c'était le cas de Zarkava, d'ailleurs de Dalakani, un très très bon 3 ans qui a gagné le Jockey Club, comme était le cheval de Jean-Claude, le dernier qui a gagné, l'Insimpac, sont des chevaux qui ont une vraie chance d'habitude. Parce que l'écart de poids fait qu'ils sont assez bien placés. Et si c'est vraiment un très très bon cheval, il est difficile à battre. Alors ça c'est la base. Actuellement, il y a quelques 3 ans qui ont montré des choses intéressantes. Il y a Daris qui l'autre jour est second, mais il aurait pu gagner. Il y a ce cheval japonais qui s'appelle Croix du Nord, c'est celui qui a battu justement Daris, c'est ça? Oui, qui a battu Daris. Ça sont des valeurs sûres. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a un très très bon... Un très aventure, ça paraît quand même être une vraie chance. Comme l'année dernière, elle a gagné l'année dernière. Comme deuxième l'année dernière, c'est très bien. Ça veut dire qu'elle a les moyens déjà. Elle a les moyens. Alors il y a Kissisana qui a été impressionnante à Deauville, qui est une 4 ans, elle a une 5 ans même, qui est une jument d'âge. Donc tout ça va être... je pense qu'au fur et à mesure qu'on va approcher de la course, on en saura un peu plus. Parce que la météo va jouer, et puis les numéros de corde peuvent jouer un petit peu aussi. Il y a quand même... Pas totalement, mais... Il va y avoir beaucoup de partants. Oui, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup de partants. Donc les numéros de corde vont être quand même... Et puis ces chevaux japonais, on les situe pas totalement. Donc c'est quand même... Jusqu'à présent, ils n'ont pas vraiment réussi quand ils sont venus. Moi, j'ai toujours eu l'impression que c'est parce qu'ils travaillaient trop leurs chevaux quand ils étaient arrivés ici. Mais parce que nous-mêmes, quand on voyage et qu'on va à l'étranger, on sait que quand on arrive, les chevaux, ils ont été en avion, ils ont voyagé de temps en temps une semaine avant, ou quelque chose comme ça. Il faut vraiment bien doser, ne pas travailler trop. Et très souvent, moi, je les ai vus travailler ici, ils couraient la préparatoire, et c'était 3 semaines avant, à l'époque. C'est vrai que ça a changé. Ouais. Et il leur recollait 2 galops entre... Là, ils sont arrivés beaucoup plus tôt, je crois. Ils sont arrivés plus tôt. Ouais, je crois qu'ils sont arrivés beaucoup plus tôt. Ça peut leur donner un avantage. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai toujours eu l'impression qu'ils travaillaient beaucoup trop fort. Que les chevaux se déshydratent quand ils voyagent comme ça en avion. Il y a une certaine fatigue. Il ne faut pas trop travailler. Ouais, il n'y a peut-être pas que ça non plus. Il y a peut-être... nous, c'est souvent plus souple. Je pense que chez eux... Le terrain aussi. Chez nous, c'est plutôt des champs de course plats que nous, ça... Oui, l'année de Relling, le bon japonais, il était malade. Bah tant mieux. C'est ce qui me fait battre. C'est ce qui me fait battre. Ah ouais. Parce que je suis derrière. Ah oui. Et il s'est mis à reculer. Il vous a pas emmené. Parce que le maire il n'a pas eu confiance en moi. Voilà. Christophe Patrick Lemaire qui était au Japon connaissait ce cheval et savait qu'il était très bon. Et donc il s'était mis derrière et à ce moment-là il s'est mis à reculer et là il a fallu faire le tour. Alors au moment où on se parle, Stéphane, c'est pas acquis pour l'instant. Tu devrais être soit sur Aventure, soit sur Sosie. On est d'accord. C'est ça. Ok, ça. Donc on peut pas en dire beaucoup plus. Non, moi je connais Aventure, voilà, parce qu'elle est deuxième l'année dernière. J'ai aussi observé Sosie qui a plutôt fait une très belle rentrée l'autre jour. Voilà. Il y a un cheval qui était assez intéressant l'autre jour, c'est Qualificar. Oui. C'est une espèce de grand cheval très commun qui est vraiment à regarder, qui est un peu parmonieux, vous voyez, avec des... Mais ça l'a pas empêché d'accélérer. Qui a été taillé à coups de hache. Mais il a quand même il était enfermé très longtemps. Il a très bien couru dans le Jockey Club. Et là, il était enfermé, il a fait quelque chose de bien. Ça peut être un cheval qui aura une chance. Bon, on va demander à Frédéric Kita, un peu observateur normalement. C'est une course qui est très ouverte. Journaliste hippique chez RMC notamment. À toi quand même de te prononcer. Alors je sais que tu n'as pas le numéro de corde, effectivement. De toute façon, oui, tu as déjà tout précisé sur tout ce qu'on ne connaît pas en tout cas. Je veux dire, voilà, hormis ces inconnus-là, c'est lequel qui t'a tapé dans l'œil en tant que vraie base de la course, je pense qu'Aventure, c'est une bonne base, puisqu'elle adore Longchamp, c'est quand même important. Elle a enfin gagné son groupe 1. Voilà, elle a gagné un groupe 1, donc elle est en pleine forme. Le prix Vermeil, il y a 4 semaines donc avant l'Arc de Triomphe. Elle fait aussi tous les types de terrain, globalement, ce qui est quand même un avantage, parce qu'elle ne peut pas être contraint d'un coup pour s'adapter. Donc c'est un bon profil, je pense. Moi, j'aime beaucoup les 3 ans qui ont couru l'Arc, qui ont fait l'arrivée de l'Arc et qui ont montré évidemment... tu parles pour l'année d'après. Oui, qui ont montré l'année d'après, évidemment, et qui prennent... Alors effectivement, il n'y a peut-être plus la remise de poids, etc. Mais il y a toujours une remise pour les femelles par rapport aux mâles. Il y a toujours un ennemi, oui, ça compte. Oui, mais je parle de manière générale, il n'y a pas toujours...
Et moi j'aime bien ces profils-là, on l'a vu quand même dans le passé, même si il n'y a pas une vérité générale sur l'arc, hein, mais j'aime bien ceux qui ont déjà fait l'arrivée à 3 ans et qui ont fait une belle année de 4 ans derrière. Généralement, ils confirment en tout cas. Ce qui est bien aussi, c'est, comme on en parlait tout à l'heure, comme Ace Impact, ou Zarkava, ou Trèves, c'est quand on a des 3 ans qui se présentent en étant invaincus. Enfin, je trouve que c'est quand même. Oui, c'est bon signe. Ça, c'est très bon signe. Toi, t'aimes beaucoup ça. J'aime beaucoup. Alors, Darius, c'est vrai que Darius ne l'est pas parce que. Bah oui. Mais avant son escapade outre-Manche, il était invaincu. Ensuite, ça s'est mal passé là-bas. Puis là, il a terminé 2e. Il est vraiment pas très loin. Et il a un profil qui est quand même intéressant, je pense, chez les 3 ans. Vraiment. Oui. Ouais. Et puis, c'est une famille maternelle qui est très tardive. Et je pense qu'il ne va pas arrêter de progresser, ce cheval. Là, il est encore en progrès. Et l'autre jour, il pouvait aussi bien gagner. Oui, c'est ça. Il est pas. Le terrain souple, c'est pas ce que préfère la famille en principe. Dariaba, j'avais gagné le Diane et le Vermeil, mais j'avais pas couru l'arc parce que le terrain était lourd justement. Et c'est pas une famille de chevaux de terrain lourd. Donc déjà qu'il ait bien couru dans ce terrain-là, c'est quand même bon signe. C'est un cheval qui a le droit de courir et qui a le droit d'être à l'arrivée. Alors entendons-nous, ce sont tous des champions au départ, oui. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a un ovni, vous voyez ce que je veux dire Non, il n'y a pas le cheval déclassé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. On a l'impression quand même que. Il y a quand même quelques très bons chevaux. Hein. C'est que des super chevaux. Oui, mais on a vu des arcs beaucoup moins forts que ça. Hein. Il y a des éditions qui vont revenir. Ouais, après ça se dit peut-être pas trop, mais non, on va éviter. On va éviter, mais non, mais c'est vrai que là. Il y a eu l'année. C'est l'année de Sotsas où les chevaux de les coups de mort sont pas venus parce que. Oui, ça on peut le préciser. Pour une histoire d'alimentation qui avait été positive, donc ils ont préféré pas courir. Ça, c'était un arc qui était un peu faux quand même. Mais ça fait moins de partants. Quelques favoris en moins. Oui, bien sûr. Bon, les Japonais, on les a évoqués, hein, ça faisait partie du peloton. Ils essaient de le gagner depuis longtemps. En tout cas, ça serait sympathique qu'ils le gagnent parce qu'il. Si je suis deuxième, c'est ce que j'allais dire. Ça l'arrange peut-être pas, Stéphane. Ça m'arrange pas du tout qu'il gagne quand je suis pas là. J'ai l'impression que tu vas pas être d'accord, Stéphane, avec cette phrase. Non, pas du tout. Quand tu montres un japonais, ou quand je montre un japonais, ouais. Par contre, alors disons, quitte à être battu, autant être battu par un japonais. Tu le vois comme ça? Pas vraiment. Non. Mais dans les japonais qui nous ont marqués, tiens, moi j'ai Orfèvre, moi qui me vient en tête, évidemment. Oui, bien sûr. Il y en a évidemment d'autres, mais. C'est vrai que celui-là est 2 fois deuxième, et puis une fois, je crois qu'il pense à gagner, les Japonais. C'est incroyable. C'est assez rare de voir ça, quand même. Ce qui s'était passé. Ça, c'était très très lourd. Ah ouais. Et ces chevaux-là, c'est quand même pas chez eux, c'est léger. Hein. C'est plat léger. Parce que les 3 concurrents, a priori, qui devraient se présenter, parce qu'il devait être 4 initialement, mais je crois que Chine Empereur devrait. Ah oui, j'ai vu ça, oui. Donc il serait potentiellement 3, Byzantine Dream, Croix du Nord et Alohi Ali. Les 3 quand même, ils ont couru une fois en France et ils ont gagné. Comme vous disiez tout à l'heure, ils ont gagné la première. Donc, est-ce qu'ils sont prêts trop tôt? Et comme ils gagnent à chaque fois la première, est-ce qu'ils vont progresser? Non, parce que normalement, ils ont suffisamment de temps entre le moment. Ils ont au moins 4 semaines entre deux, sauf celui qui a. Sauf Croix du Nord qui aura que 3 semaines au final, c'est ça? Non, ça fait 4 semaines. Alors, les préparateurs ont eu. Le Prince d'Orange, il a gagné le Prince. Ça fait 3 semaines. C'est les Arc Trials qui ont été décalés d'une semaine et le prix du Prince d'Orange, il a eu lieu dimanche. Alors, j'ai pas la date exacte, mais le 14 septembre, je crois. Mais c'est la même cours que Daris. Oui, c'est ça. Ça fera 3 semaines pour eux. Ça fait que 3 semaines? Oui. Je vous laisse avec vos calculs parce que j'avoue que j'ai pas les dates devant moi. Je suis paumé. Si on s'est trompé, on mettra un petit commentaire sur la vidéo. Nous on s'écarte du sujet avec Stéphane, on vous laisse en débattre. Non, mais c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de. C'est vrai que le France Gallo a fait un nouveau circuit quand même, les Arc Races qui permettent aux vainqueurs de se qualifier à 8 courses qualificatives. Oui. Et donc il y a eu aussi en même temps, ils ont décidé d'avancer d'une semaine les 3 dernières, donc Qatar Prix Niel, Qatar Prix Vermeil, Qatar Prix Foix, qui ont eu lieu donc le 7 septembre. Ouais, et du coup, le prix du Prince d'Orange a été aussi décalé. C'est pour ça que d'ailleurs certains l'ont couru, alors d'habitude ils ne le courent pas parce qu'il a lieu encore plus proche. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon, t'as peut-être raison. Non, j'espère, parce que sinon je vais passer pour un guignol. Non, normalement c'est bon. Pour cette période de l'année, 3 semaines. Oui. Pour une préparatoire, c'est tout à fait jouable. Mais 4, c'est encore mieux, non, du coup, par rapport au changement? Pas forcément, ça dépend des chevaux. Ouais. Bon, on va pas tarder à terminer ce podcast, en tout cas cette émission Les Courses RMC spéciale Qatar Prix l'Arc de Triomphe. Pour terminer, Stéphane, mis à part te souhaiter la victoire dans l'arc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter d'autre?
Tu peux me souhaiter la santé. Non, la santé. Moi, je fais mon métier avec passion et amour, et voilà, je continue. Tant que tu peux, tu continues. Ouais, je me sens bien. Je travaille avec des gens que j'aime, donc ça me motive. Rappelons que tu as 37 ans, bien évidemment. 27. 27. Okay, mais ouais, non, tant mieux. Alain, alors c'est quoi les journées types d'Alain? Il faut que je commence à m'habituer à quoi donc? Je me suis retiré, j'ai eu du mal au début. Oui, c'est évident, c'est pas facile parce que quand on est habitué à... Et puis il y a des choses qui vous manquent. Par exemple, tous les ans, on allait courir à l'étranger, on a été à Hong Kong, à Dubaï, en Australie. Tout ça, y aller en spectateur, c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Donc évidemment, faut reprendre. Mais bon, j'ai quand même beaucoup de gens que j'aime dans le milieu des courses et ça m'amuse beaucoup et m'intéresse toujours de voir ce qui se passe avec eux et leurs résultats et les chevaux, les familles que j'ai entraînées. Il y en a beaucoup, donc tout ça, c'est un plaisir de suivre tout ça, mais c'est plus difficile de regarder que de faire. Ça fait combien de temps là que vous avez arrêté déjà? Ça fait 2 ans, 3 ans même. Ça passe vite. Le temps passe vite, j'ai l'impression que c'était hier. Ouais, bah on vous avait eu dans l'émission à l'époque, on en avait parlé. Mais oui, ça passe vite. Ça passe vite. Bon, un dernier mot, toi, Fred, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai rencontré l'autre jour des entraîneurs anglais, dont Sir, qui a gagné l'Arc. J'ai un trou. Et puis il était avec le. Il y a combien de temps? Oh, c'est pas vieux, il y a 3 semaines. Il parlait qu'ils avaient passé l'après-midi avec le propriétaire de Rock of Gibraltar, qui s'appelle Sir Alex Ferguson. Et qui disait qu'il avait beaucoup de mal à supporter sa nouvelle vie de retraite. Ah oui. Et lui, quand il regarde Manchester, c'est dur aussi, je pense. alors ça m'a rassuré. Oui, vous reconnaissiez là-dedans. Je me suis dit, je suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Je disais, Fred, un dernier petit mot, toi, avant. C'était Sir Mark Prescott, je m'excuse. Ah oui, c'est ça. Dernier mot, c'est tout simplement, pour ceux qui découvrent les courses, allez voir cette magnifique épreuve. Le 5 octobre prochain à Paris-Longchamp, c'est toujours un super événement. Il y en a une à aller voir, c'est celle-là. Ouais. Il y a toujours un beau spectacle. Et là, il y aura beaucoup de Japonais. Oui. Là, il va y en avoir. Oui, donc prenez vos places. En tout cas, je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder le podcast, mais allez-y. La billetterie de France Gallo, sur le site de France Gallo. Et puis, vous pouvez prendre vos places. À Longchamp, il y a de la place. C'est pas toi qui gère la billetterie, non? Non, là, non. Parce qu'on fait la vanne tout le temps dans les courses avec Fred. Non, mais effectivement, allez voir ce spectacle et vous aurez l'occasion de voir Stéphane notamment. Bon, Alain, vous y serez, j'imagine, en observateur. Oui, sûrement. Bien évidemment. Sûrement. Bon, très bien. Le mot de la fin, que le meilleur gagne? Non. Oui, c'est ça, c'est souvent ça. Que Stéphane gagne. Moi, ce serait cool parce que mon dernier, mon premier, c'était il y a longtemps quand même. Donc là, maintenant, on te le souhaite en tout cas. Ouais, non, mais peu importe ce que je vais monter, déjà, je vais monter pour la famille Vertemer. Donc c'est des gens qui me font aussi confiance en second après Maxime. Donc moi, je serais très heureux déjà de monter pour eux. Et puis ensuite, on fera au mieux, on fera avec amour, comme d'habitude. Merci Stéphane Pasquier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Alain Dupré. Merci. À très bientôt. Merci Frédéric Kita. Voilà, on en a terminé pour cette émission spéciale Qatar Prix Radio Triomphe. On se retrouve très bientôt, bien évidemment. Et puis les courses RMC, on le répète, tous les samedis, 13h à 14h, avec grand plaisir. À bientôt.